Bonsoir tout le monde. Nous, on a été chargé de présenter ce topo et merci pour cette invitation. Donc, moi, je suis le docteur Thionnet, anesthésiste à la clinique mutualiste. Et puis, avec moi, j'ai Sophie Perrier, qui est une de nos infirmières anesthésistes qui est très concernée par la douleur, formée en hypnose de longue date et qui est impliquée dans la prise en charge de la douleur et du confort des patients dans plusieurs sphères de la clinique. Voilà, donc déjà un merci à tous ceux qui ont permis de réaliser et de contribuer à ce diaporama et à cette présentation. Voilà, on va pouvoir attaquer tranquillement. Donc le plan de ce soir, on va parler un petit peu d'évaluation, après la gestion de la douleur avec les antalgiques, l'anesthésie loco-régionale et les traitements non médicamenteux. Ensuite, on vous proposera 3 exemples de parcours de chirurgie douloureuse plutôt en orthopédie, et puis quelques perspectives et discussions avant les questions. Voilà, on va commencer par l'évaluation de la douleur. Donc la douleur, simplement comme préambule, pour vous dire que c'est quelque chose d'assez complexe, hein, qui est intriqué dans plusieurs domaines de l'être humain. C'est pas juste je donne un cachet, ça marche et puis je suis content. Malheureusement, ça implique toute la biologie du patient avec sa génétique, tous les défauts de contrôle biologique qu'il peut avoir, son environnement social, son contexte social, son milieu professionnel, ses croyances culturelles, l'impact social de sa douleur, et puis son environnement, là, c'est primordial dans la gestion de la douleur, qui est psychologique, comment il va gérer sa douleur d'un point de vue émotionnel, son côté anxieux, son côté catastrophiste, ou tous ces traits émotionnels qui influent énormément sur la douleur du patient. Tout ça pour dire que la base, c'est j'écoute et je crois le patient. Quand il vous dit qu'il a mal, c'est qu'il a mal. Pour évaluer la douleur, on a différents outils à notre disposition. Donc, on utilise beaucoup l'échelle numérique et l'échelle visuelle analogique. C'est le petit dessin que vous avez en haut à la droite. Chez la plupart des patients, les personnes âgées, on utilise l'échelle verbale simple. Et pour les non-communicants, Algo Plus. Donc, Algo Plus, si on a, en fonction des items, si on a un score de 2 sur 5, on en fera un traitement. Et pour les douleurs neuropathiques, on a une échelle qui s'appelle le DN4 avec un score de 4 sur 10 qui entraînera une thérapeutique différente. Toujours réévaluer une douleur après l'administration d'un traitement, c'est important, et ne pas s'en priver. Ces échelles, vous les trouverez sur Internet facilement. Oui, voilà, puis vous aurez les diapos. Voilà, c'est pas des scores à savoir par cœur, mais c'est vrai que c'est utilisé au quotidien à la clinique en tout cas, et voilà, c'est la base. La gestion multimodale de la douleur. Là, on va commencer le petit préambule sur lequel je vais insister. On en reparlera aussi en fin de topo. Pourquoi il faut s'acharner à traiter cette douleur? Parce que on sait maintenant depuis quelques années que cette douleur aiguë post-opératoire, elle va faire le lit de la douleur chronique. Elle a un impact majeur sur le potentiel développement de la douleur chronique post-opératoire. Euh, on va essayer de faire une analgésie, pardon, pas une anesthésie multimodale, préventive, essayer de dépister le plus possible ces patients qui vont être dits vulnérables à la douleur ou à risque de douleur chronique, c'est un peu la même chose, et diriger en éduquant le patient et en lui donnant des outils pour bien se gérer et prendre en charge sa douleur aussi une fois qu'on n'est plus à côté de lui. Ces patients vulnérables à la douleur, on a des facteurs de risque qui sont clairs. Maintenant, on en reparlera aussi un petit peu à la fin, mais les femmes, les jeunes, les terrains anxio-dépressifs, catastrophistes, les anxieux, ces patients qui ont une psychologie un peu particulière, les patients qui ont des douleurs en préopératoire déjà, des douleurs intenses avant l'intervention ou qui sont déjà sous opiacés, ça va un peu de mise, et puis certains types de chirurgie qu'on verra un peu plus loin. Voilà, donc ça c'était une petite introduction, c'est un message qui est hyper important.
après, voilà, le principe, la règle de prescription des antalgiques, on va vous dire il faut une prise en charge multimodale, c'est-à-dire par tous les moyens possibles, médicamenteuses, non médicamenteuses, en prenant en compte la psychologie du patient. Bon, bah c'est sûr que c'est bien. Avec quel temps et quel personnel qui a le temps de s'impliquer dans cette psychologie, ça c'est un autre débat, et prendre cette douleur de nociception qui est la majeure partie de la douleur post-opératoire, hein, une douleur qui est inflammatoire avec un pic de l'inflammation à 48-72 heures. Donc, on va vous dire de mettre des anti-inflammatoires dès que possible, de la glace, et puis après d'associer différents antalgiques. On vous disait avant palier 1, palier 2, après on vous a dit opioïdes forts, modérés. En fait, il y a encore une nouvelle classification des antalgiques qui finalement importe peu, à mon sens, puisque le tout, c'est de savoir ce que fait son médicament, où en est son patient et ce qu'on peut lui donner. Et après, comment s'appelle cet antalgique dans la classification la plus récente, on s'en fiche un peu. Donc, on va vous dire de commencer par associer le paracétamol, l'anti-inflammatoire, puis d'ajouter le néfopan, la morphine. Voilà, c'est tout en respectant les contre-indications, des principes. Voilà, c'est sûr que c'est pas une mince affaire au final d'organiser tout ça. Et puis de se méfier donc de cette fameuse douleur neuropathique qu'on va redétailler un peu plus loin, mais qu'il faut dépister et traiter autrement. Je vous ai remis cette petite diapo que j'ai piquée au CLU de Toulouse et qui est une diapo qui est ancienne mais qui est toujours bien vraie, qui a pour seul but de vous attirer sur les non-associations d'antalgiques, enfin les contre-indications d'associer certains antalgiques entre eux parce que simplement ils vont s'antagoniser pour certains ou il y a trop d'effets indésirables. Par exemple, si vous associez des AINS avec des corticoïdes, bah, bien sûr c'est l'un ou l'autre. C'est un peu clair pour beaucoup de gens, mais n'empêche que ça fait pas de mal de l'avoir dans un coin de la tête. Ça aussi, prenez pas peur, c'est une diapo qui permet surtout de réaliser que envers c'est mon antalgique est efficace, je peux faire mon soin. Bah, vous voyez, il y a quand même pas des tonnes d'antalgiques qui sont vraiment efficaces avant 1 heure. Ça commence à 30 minutes pour les anti-inflammatoires IV, mais vous voyez, même le Péros, il faut bien attendre 1 heure avant de vraiment d'être dans le pic d'action et de faire les soins. Et voilà, ça c'est vraiment pour attirer votre attention sur le délai et l'anticipation et votre travail quotidien, quel que soit votre domaine d'action, pour faire anticiper à votre patient le fait de dire qu'il a mal et de déclencher la prise d'antalgique. Voilà, ça, c'est d'autres antalgiques qu'on utilise aussi bien volontiers à la clinique. Alors, quoi de neuf du côté des traitements? On va balayer rapidement les petites nouveautés, en tout cas qui nous intéressent au quotidien. Donc ça, c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est un rappel qui est hyper important. C'est quelque chose qui est difficile à acquérir, à devenir réflexe. On se bat encore au quotidien pour ça. S'il vous plaît, les patients de plus de 75 ans ou les petits poids ou les insuffisants rénaux, souvent ça va même de pair ou tout ensemble, pas plus de 3 grammes de paracétamol par jour. Si vous dépassez les 3 grammes, vous êtes en surdosage et malheureusement, ça va être dangereux pour votre patient. L'acupan, néfopan, il est contre-indiqué dans 4 cas pour le patient âgé, plus de 80 ans. C'est pas un bon médicament pour le patient âgé. Du fait de son action pharmacologique. Il est contre-indiqué chez les patients prostatiques parce qu'il est à risque de rétention, de provoquer une rétention aiguë d'urine. Et puis chez les patients épileptiques, parce qu'il peut entraîner des convulsions, et chez les patients avec un glaucome. Il existe en forme intraveineuse, buvable, et puis en péros, on y reviendra un peu plus précisément dans pas longtemps. Les anti-inflammatoires, qui est une classe de médicaments qui a été très longtemps décriée, un petit peu diabolisée aussi, et à juste titre pour certains et par moments. Mais il faut savoir que c'est quand même le médicament qui permet la meilleure épargne morphinique en post-op, c'est-à-dire grâce à lui, c'est celui qui va vous permettre de donner le moins de morphine. Il est contre-indiqué, la seule vraie contre-indication, c'est l'insuffisance rénale avec une clairance inférieure à 50, votre patient n'y a pas droit. Si par contre votre patient a eu des antécédents coronariens, cardiaques et sous anticoagulants ou un antécédent d'ulcère digestif ancien, il ne faut pas que ce soit la semaine d'avant bien évidemment, mais là il aura le droit quand même à une cure courte
contrairement aux idées reçues, et ça reste un médicament qui est hyper important pour faire baisser l'inflammation en post-opératoire immédiat. Là, vous pouvez entre 2 et 5 jours d'anti-inflammatoire sans problème. Bien diminuer les doses chez le patient âgé ou chez les patients avec des poids inférieurs à 60 kilos, pas dépasser 7 jours d'affilée en cure, et puis très souvent on prescrit conjointement un IPP, inhibiteur de la pompe à protons, comme le Mopral, Pantoprazole, qui permet de diminuer les intolérances. Les nouvelles recos voudraient qu'on ne donne pas systématiquement d'IPP chez des patients où il n'y a pas de risque d'intolérance, qui sont jeunes, qui n'ont pas d'antécédents particuliers. Faut savoir que malgré les IPP, il y a quand même encore quelques patients, enfin pas mal de patients qui sont intolérants et chez qui on est obligé d'arrêter les anti-inflammatoires parce qu'ils ont trop de troubles digestifs. Alors, la grande révolution, entre guillemets, la grande nouveauté pour nous tous depuis, on va dire, une bonne année, c'est la baisse du tramadol et des prescriptions de tramadol. Pourquoi est-ce qu'on essaie de moins le prescrire, et il faut moins le prescrire parce que c'est un mauvais médicament du fait de son métabolisme. Le tramadol, c'est un médicament, quand vous donnez le tramadol, le patient le dégrade, en fait un métabolite, et c'est ce métabolite qui est actif. Et tous les patients ne sont pas égaux quant à la métabolisation de ce produit, puisqu'il est métabolisé par des cytochromes, là, les CYP que vous voyez sur le petit schéma biochimique qui fait un peu peur. Et ces cytochromes, on a, en fonction de notre génétique, plus ou moins de potentiel de nos cytochromes. Et il y en a qui vont être des métaboliseurs rapides, donc ils vont avoir des effets indésirables très forts, très vite, sans être forcément soulagés. D'autres qui sont lents. Vous n'avez pas moyen de prédire comment est votre patient d'un point de vue de ces cytochromes. Ça fait des interactions qui sont des fois très malheureuses du fait de ces cytochromes, parce qu'il y a pas mal d'autres médicaments qui sont dégradés par ces cytochromes. Et ce tramadol, il va avoir deux activités, des propriétés opioïdes et des propriétés inhibitrices de la recapture de la sérotonine, qui vont chacune entraîner des effets indésirables, avec une tachyphylaxie, c'est-à-dire que vous allez en donner, et vous atteignez un plateau où le tramadol n'est plus efficace, même si vous montez les doses. Une dépendance, et assez vite, pour des doses même faibles, et assez rapidement, au bout de 15 jours, vous pouvez commencer à devenir dépendant du tramadol, avec des patients qui ont un mésusage avéré. On reconduit parce que ils en ont besoin, et ils ont besoin de vraies cures de sevrage, comme des toxicos dans des centres de douleur qui sont un peu débordés par ces cas-là. Donc la bonne nouvelle, c'est que pour essayer de freiner tout ça, à partir du 1er mars, ça devait être en novembre, mais ça a été un petit peu décalé par des raisons organisationnelles d'ordonnance. Mais à partir du 1er mars, le tramadol et la codéine passent en ordonnance sécurisée, c'est-à-dire sur des ordonnances comme pour les morphiniques, avec un papier filigrané, limité à 3 mois de prescription, et que vous ne pouvez pas vous procurer facilement. Du coup, on vient un des messages importants de ce soir, c'est il va falloir privilégier la morphine en post-opératoire, parce que c'est une prescription sécurisée avec une durée de prescription courte par tradition. On est tous très inquiets de prescrire de la morphine, alors trop inquiets, mais ça fait partie de nos dogmes et qu'il va falloir un peu revoir. Mais ça permet d'être précautionneux sur la prescription. Il y a un faible risque d'interaction médicamenteuse. Ils ne sont pas dégradés, métabolisés comme le tramadol, les morphiniques. Et puis, il y a des vrais dosages adaptés aux personnes vulnérables ou de petits poids qui permettent de vraiment faire un dosage personnalisé en fonction de votre patient. Les petites nouveautés, l'acupamperos, qui est sorti en comprimé l'année dernière, donc 30 mg, un comprimé 3 fois par jour en général, maximum 28 jours, ça c'est sûr, sur la prescription, vous n'avez pas le droit de le dépasser. Le cétafène, qui est un mélange de paracétamol et d'ibuprofène, qu'on utilise pas mal en intraveineux au bloc opératoire. Et puis l'actiskénon eurodispersible, donc qui a l'avantage de vraiment, c'est un tout petit comprimé qui fond sous la langue, ou sur la langue d'ailleurs, il n'y a pas besoin de le mettre sous la langue, et qui est hyper bien dosé avec des 1 mg, 2,5, 5 mg.
sachant que chez un adulte de poids normal, il faudrait bien du 10 mg assez fréquemment, voire du 20 chez certains. Donc ça permet vraiment de moduler vos dosages et de proposer une analgésie, pardon, j'y tiens, personnalisée. Le petit encart sur la douleur neuropathique qui est hyper important parce que on n'y pense pas forcément, elle n'est pas forcément assez dépistée, c'est pas encore entré dans les réflexes d'y penser et c'est une douleur qui est particulière et qui n'est pas traitable par des médicaments classiques, des antalgiques classiques. La douleur neuropathique, ça va être un patient qui vous dit qu'il a des fourmillements, des éclairs, des décharges électriques, des brûlures. Quand le drap les fleurs, ça lui fait mal, alors que c'est un stimulus qui n'est pas douloureux normalement. Voilà, c'est tous ces signes-là. Quand un patient vous en parle, il faut penser à faire ce questionnaire DN4 ou penser à le suggérer à un médecin qui passe par là, parce que c'est comme ça qu'on va objectiver cette douleur neuropathique. Et après, il y a un protocole de traitement de cette douleur neuropathique qui a été réédité il n'y a pas très longtemps par la SFETD, donc la Société française de la douleur, et puis la SFAR, dans le livre blanc de la douleur, qui est une espèce de bible qui est ressorti il n'y a pas très très longtemps, où en première ligne, vous avez l'aduloxétine, qui est un antidépresseur en fait, un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et qui s'appelle le Cymbalta en marque commerciale, qui est vraiment le médicament de premier choix avec la gabapentine, qui est le Neurontin, que vous devez connaître un petit peu plus, et qui permet de proposer assez simplement des traitements aux patients. Voilà, les médecins doivent être formés maintenant à ça et en tout cas, nous, on organise encore des formations pour ça à la clinique en multidisciplinaire avec les infirmiers, les médecins, les chirurgiens, les anesthésistes pour essayer d'évoluer, de s'améliorer sur la gestion de cette douleur neuropathique. La prégabaline ou Lyrica que vous voyez en deuxième ligne, on a beaucoup parlé de ce Lyrica dans le traitement des douleurs neuropathiques. Finalement, vous voyez, il est un petit peu relayé au second plan quand même, plutôt le Neurontin en première intention. Donc, on en arrive aux principales ALR. Donc, à la clinique, qu'est-ce qu'on utilise comme ALR? On va essayer de passer assez rapidement. Le but, c'est pas que vous sachiez faire une ALR, mais c'est de vous dire, voilà, j'ai mon patient qui a été opéré, par exemple, ici d'une épaule ou d'une chirurgie du bras jusqu'au coude. Et qu'est-ce qu'il a eu comme anesthésie à la clinique mutualiste? Donc, quand on opère, par exemple, une coiffe, on va proposer un bloc interscalénique au patient, qui est un bloc qui se situe entre les deux muscles scalènes à la base du cou, comme vous voyez sur la photo, qui va permettre d'attraper les racines nerveuses qui font la douleur de l'épaule jusqu'au coude. Ce bloc, il est simplement à savoir contre-indiqué chez les insuffisants respiratoires. On a une autre alternative qu'on peut proposer parce qu'il entraîne, du fait de la proximité du nerf phrénique au niveau du cou, il entraîne une parésie diaphragmatique. Ensuite, pour une prothèse de genou, on va proposer un bloc fémoral au canal des adducteurs. Donc, c'est au milieu de la cuisse à peu près, un peu plus bas que le bloc fémoral classique. On le pique un petit peu plus bas, comme vous voyez sur la photo, parce qu'il permet à ce niveau-là de n'attraper que la branche sensitive du nerf fémoral et donc de ne soulager que la douleur, ce qui est bien notre intention, et de ne pas provoquer trop de blocs moteurs, c'est-à-dire de baisse du mouvement du patient, ce qui permet d'attaquer sa rééducation au plus vite et de pouvoir marcher avec son cathéter en étant soulagé pour la partie supérieure du genou. On complète soit par un IPAC, donc c'est une abréviation anglaise un peu farfelue, mais qui veut dire qu'on attrape la partie postérieure, c'est-à-dire le territoire du nerf sciatique pour endormir le dessous du genou. Là, on fait une infiltration seule, on ne met pas de cathéter parce qu'on ne peut pas mettre deux cathéters, sinon le patient ne pourrait plus marcher et aurait trop de doses d'anesthésiant. Donc, on fait soit ça, soit le chirurgien complète avec une infiltration chirurgicale en fin d'intervention avant de refermer le genou. L'autre bloc qu'on utilise beaucoup à la clinique, c'est le bloc sciatique-poplité. Donc, vous voyez un petit peu au-dessus du creux poplité, on va aller infiltrer le territoire du nerf sciatique. On va aller
enrobé d'anesthésie en nerf sciatique et ça va permettre d'endormir la jambe depuis le genou jusqu'à la pointe des orteils. Et là, attention, il y a un bloc moteur, hein, le patient a un stépage et il ne peut pas marcher. Donc, si vous avez à domicile, par exemple en post-chirurgie de cheville ou de pied, c'est un peu plus rare, mais un patient qui a un cathéter sciatique poplité, attention, il peut se casser la figure. Bon, vous êtes un peu tranquille quand même parce qu'en général, ils n'ont pas l'appui, ces patients-là. Mais voilà, c'est à savoir quand même pour le bloc sciatique. L'autre façon de faire de la chirurgie du pied pour les hallux valgus, c'est extrêmement utilisé. C'est, désolé, la photo est pas très très jolie, mais c'est des petites infiltrations des différents nerfs impliqués dans la douleur du pied, donc fibulaire, commun, superficiel, profond, superficiel, et puis tibial. Et puis saphène. On complète par le sural si c'est une chirurgie externe du pied, ça peu importe. Tout ça pour vous dire, ça implique plusieurs petites piqûres qui sont pas très sympathiques. Donc, des fois, on complète avec une petite sédation, un petit apéritif de bienvenue pour le patient parce que, voilà, on essaie de pas les traumatiser quand même. Ça permet d'avoir une analgésie longue en post-opératoire et qui permet vraiment d'endurer cette chirurgie du hallux valgus de façon quand même bien plus confortable qu'avant, à mon sens. Le dernier petit nouveau dont je voulais vous parler, qui est petit nouveau de ces dernières années, c'est le Pain Block, qui est une anesthésie qu'on propose en post-prothèse de hanche, soit en systématique chez des patients qu'on va dépister à risque de douleur chronique ou qui prennent voilà, déjà des opiacés qui sont déjà très douloureux ou des reprises, des prothèses un peu compliquées, soit en rattrapage en SSPI. SSPI, c'est la salle de réveil pour des patients chez qui on a déjà fait tout ce qu'on pouvait et qui sont douloureux en salle de réveil. Voilà. Donc, on va passer au traitement non médicamenteux. Donc, la cryothérapie en orthopédie et dans d'autres chirurgies aussi, on utilise des game ready en salle de réveil et des poches de glace aussi. Et enfin, en ville, vous pouvez utiliser des poches de petits pois surgelés à décongeler, recongeler, il n'y a pas de souci, c'est même très apprécié. On agit aussi beaucoup sur la composante psychologique surtout en opératoire et parfois en post-opératoire. En opératoire, on utilise beaucoup l'hypnose, la conversation positive. On privilégie un accueil bienveillant. Les patients sont debout, ils marchent, ils participent à leur prise en charge. Pour le post-opératoire, on utilise aussi l'hypnose. Parfois, ça nous arrive d'aller dans les services pour voir les patients qui sont très stressés, qui ont besoin d'être un peu détendus. On utilise aussi la musicothérapie. Il y a une musique d'accueil pour la salle d'angle du cours. Et musicaire, on a des tablettes qui sont à disposition pour les patients avec des thématiques, des sons qui sont adaptés pour le stress et la douleur. Il y a des psychologues à la clinique. Il y a une équipe d'addictologie qui est à disposition pour diverses addictions. Et nos perspectives, pour l'instant, on est en train de réaliser une étude sur un masque de réalité virtuelle pour la chirurgie de l'obésité. Donc, on va évaluer l'anxiété et la douleur avec l'utilisation du masque de réalité virtuelle. Et voilà, pour comparer avec deux groupes, un groupe qui a accès au masque et un groupe qui ne l'a pas. L'aromathérapie peut-être dans le futur, la luminothérapie et surtout l'évaluation de l'anxiété et l'hypnose en hôpital de jour. Voilà, là c'est une photo d'une prise en charge d'une patiente pour une chirurgie bariatrique avec le masque HypnoVR. Donc là, on vous propose maintenant de balayer trois exemples de chirurgie douloureuse en orthopédie. C'est un peu catalogue, mais ça vous permet de savoir ce qu'on fait aux patients. Je me suis permis de vous rappeler ce que c'est que la RAC, hein. C'est vrai que c'est un terme hyper à la mode depuis 2010-2015. On fait pas mal de nos chirurgies et pas qu'en orthopédie, hein. Ça touche tous les
toutes les spécialités chirurgicales. À la clinique, vous avez dû peut-être voir quelques parcours patients qu'on a filmés pour un petit peu aider les patients à se plonger, à commencer à anticiper leur prise en charge et être acteurs vraiment de leur chirurgie. Donc la RAC, c'est réhabilitation améliorée après chirurgie et c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'accélérer la récupération après une chirurgie. Pourquoi on essaye de l'accélérer, cette récupération? Parce qu'on va essayer de limiter le moment de l'inflammation en permettant un mouvement, une remise en route plus rapide, de remanger, se mobiliser précocement. On va diminuer l'inflammation, on va diminuer le risque de phlébite aussi. Et en diminuant la période inflammatoire, on va permettre au final de diminuer aussi la douleur et le risque de douleur chronique. Ça fait partie des buts de la RAC. En orthopédie, c'est un petit peu compliqué parce que la chirurgie orthopédique, elle va aller toucher les articulations, les ligaments, tout ce qui est riche en nocicepteurs. Et du coup, on va aller provoquer des grosses douleurs de nociception, d'inflammation, comme on en parlait au début. Mais il va falloir quand même proposer une mobilisation précoce malgré cette douleur qui est là. Donc, nous, notre but, ça va être de rendre la douleur tolérable et de permettre de commencer la rééducation. On ne sera pas à zéro douleur parce que ce n'est pas possible en post-opératoire immédiat, mais il faut que les douleurs soient allez, à 3, 4 en fonction des patients, ce qui est tolérable pour le patient. Un bon contrôle de la douleur va du coup permettre cette mobilisation précoce et c'est vraiment un partie intégrante du résultat fonctionnel de la chirurgie. Notre focus, j'ai mis problème, mais c'est focus, on va essayer d'être positif. Numéro 1, la clinique, ça reste la PTG, la prothèse totale de genou, qui est pourvoyeuse d'une douleur aiguë intense en post-opératoire. Et qui malheureusement est le plus gros pourvoyeur en France de douleurs chroniques post-opératoires. On est entre 10 et 30% de douleurs chroniques post-opératoires après la chirurgie de prothèse de genou en France. Ça, c'était juste pour vous donner une idée du volume de prothèses qu'on pose. 2022, il y avait 800 prothèses de hanche et quasiment 800 prothèses de genoux aussi à la clinique, ce qui est un gros volume. Donc, c'est vrai qu'on a voilà, on n'espère pas créer 30% de 800 de douloureux chroniques parce que voilà, c'est vraiment notre but d'essayer de ne pas les créer, ces douloureux chroniques, en tout cas d'essayer de prévenir au maximum tout ça. Alors, on va commencer par l'exemple de l'épaule, du parcours de l'épaule, comment ça se passe. Donc, en préopératoire, ils vont avoir ce fameux bloc interscalénique pour les coiffes. La plupart des coiffes sont réalisées par nos chirurgiennes, hein, ces deux femmes chez nous, en ambulatoire. Voilà, on va proposer un cathéter si jamais le patient dort là le soir parce qu'il est seul à domicile, par exemple, ou si jamais il a demandé à aller en rééducation, il va dormir là et partir en rééducation dès que le centre l'accepte, souvent le lendemain ou le surlendemain. On va en pérobe, on va faire notre sauce, on va peut-être pas trop s'étaler. En post-opératoire, il va avoir sa game ready. Donc, il y a des game ready de l'épaule qui sont hyper adaptés à l'épaule. Game ready, donc c'est de la cryo, comme disait Sophie, et aussi de la pressothérapie mixée. Et c'est vrai que c'est hyper efficace sur le post-opératoire immédiat. Ça le serait aussi un peu moins immédiat, mais à domicile, c'est pas tout le monde qui a des game ready parce que ce n'est pas pris en charge par la Sécu. Donc, les patients ne peuvent pas toujours se l'offrir, malheureusement. Donc, Game Ready, paracétamol, Accupan, titration morphine si besoin, en réveil. Et puis après, on va basculer sur le post-op avec paracétamol, Accupan, encore un peu de tramadol, et puis les anti-inflammatoires plus dès qu'on peut. Et de l'isalgie. L'isalgie, j'en ai pas reparlé avant, c'est un mélange de paracétamol et opium qui est plutôt bien toléré. Les prothèses d'épaule, ça va être pareil, sauf qu'on laisse un cathéter en permanence, systématique, puisque ces patients dorment là le soir. En préopératoire à la consulte d'anesthésie, ils vont avoir ce petit flyer qui est un peu plus joli en vrai, la photo n'est pas très jolie, excusez-moi, où on leur explique, donc vous voyez, on a l'exemple du patient qui va avoir son bloc sous échographie. On leur explique ce que c'est le cathéter, comment il va falloir le gérer s'ils ont un cathéter, et puis les effets indésirables normaux de ce bloc et anormaux, voilà, pour pas qu'ils aient de mauvaises surprises le jour de l'opération.
Le genou, notre bête noire, donc en pré-op, le fameux cathéter au canal des adducteurs, plus l'IPAC ou l'infiltration par le chirurgien. Et puis en post-op, alors là, tout ce qu'on peut mettre, on le met, on y va. Et là, on est en train de refaire nos ordonnances, dont certaines, par exemple celle-ci, je vous l'ai mise volontairement pour vous montrer que c'est pas si simple de se passer du tramadol. Et puis, il faut pas non plus le diaboliser à 100%. Il peut servir. Le tout, c'est de pas le chroniciser et le prescrire à outrance. Par exemple, là, c'est pour les patients qui n'ont pas le droit aux ANS et pas le droit à l'acupan. Ben voilà, on est un peu embêtés. Donc, on leur met une ordonnance et puis, vous voyez, ils ont un petit tableau explicatif qui leur est remis. Alors, pour l'instant, en consultation chirurgicale, on est en train de voir un petit peu comment s'organiser pour faire au mieux pour que le patient ait quand même ses antalgiques quand il rentre à la maison, mais que ce soit pas trop longtemps avant l'intervention. Enfin, voilà, c'est tout un équilibre à trouver et vous voyez, on tâtonne encore un peu. Pareil, en consultation d'anesthésie, ils ont un petit flyer qui leur est distribué pour leur expliquer la pose du cathéter. Donc ça, c'est la pose du cathéter. Vous voyez, alors ça paraît très haut, hein, mais voilà, il est piqué un petit peu plus bas. Et puis l'infiltration pour l'IPAC sur le côté. Là, pareil, on leur dit de bien anticiper, de ne pas laisser la douleur s'installer, de vraiment insister sur la prévention de la douleur plus pour pouvoir pas endurer trop longtemps. Ça, c'est la réunion d'information qu'ils ont tous, peu importe s'ils rentrent à domicile ou s'ils vont en rééducation. Nos infirmiers de l'EDS, c'est l'épisode de soins qui s'occupent vraiment que des prothèses à la clinique, PTH, PTG, font une réunion d'information qu'on a construit tous ensemble avec plein d'informations. Ça va de qu'est-ce que je mets dans ma valise à comment on va m'aider à gérer ma douleur. Donc voilà, c'est ça, c'est ce qu'on leur dit. Donc ça vous permet de retrouver, si un jour votre patient vous raconte ce qu'il a entendu, de vous dire oui, mais je sais très bien ce que vous avez eu comme info. Et puis le troisième parcours, finalement, qui est pas si compliqué que ça, qui se passe quand même pas trop mal d'un point de vue de la douleur, c'est la PTH qui a quelquefois besoin d'un peu de morphinique en salle de réveil. Et puis après, c'est très rare d'avoir besoin d'ordonner dans le service. Et ils sortent à domicile avec du paracétamol, de l'isalgie, un peu d'anti-inflammatoire si possible, mais rarement, très rarement besoin de plus que ça. Allez, on va attaquer la dernière partie, donc perspective et discussion. Une perspective là qui est pour après-demain, pour février. On va mettre en route la sortie de nos prothèses de genoux à domicile avec un cathéter périnerveux au canal des adducteurs qu'on leur laissera. Pour l'instant, on les enlève avant la sortie. Donc, on est en train d'organiser cette prise en charge avec un prestataire à domicile qui nous épaule et puis la coordination de l'URPS certainement pour les infirmiers libéraux. Et voilà, ils auraient un cathéter qui serait maintenu en place pendant pour l'instant 2 jours. On attend ardemment le décret de la SFAR pour autoriser les infirmiers à domicile à pouvoir changer les poches de naropéine. Pour l'instant, ils n'ont pas officiellement le droit. Donc, pour l'instant, on va être sage, on va écouter la loi, mais bientôt, on ne désespère pas de pouvoir le laisser même 3-4 jours après la sortie, le temps qu'il faut en fait. Notre objectif primordial, c'est d'améliorer la coopération entre la clinique mutualiste, les centres de rééducation et vous, les soignants de la ville et du domicile, en pré-op, en essayant d'être main dans la main pour dépister mieux ces patients et essayer d'anticiper mieux pour essayer de prévenir cette douleur, cette vulnérabilité à la douleur chronique. En post-op immédiat, en transitionnel, alors ce mot transitionnel, il va devenir bien à la mode, vous allez en entendre un petit peu parler, enfin on espère qu'on va en entendre parler. C'est le concept de se dire, entre mon patient qui est en douleur aiguë post-opératoire pendant 15 jours et puis qui n'est pas encore dans le circuit de la douleur chronique 6 mois plus tard,
il y a quand même toute une phase où on pourrait faire quelque chose et en fait, où pour l'instant, on fait rien puisque on n'est pas du tout organisé pour, on n'est pas en nombre pour. Tout le monde est débordé, les infirmiers à domicile, les infirmiers de service, les infirmiers de la douleur chronique, les médecins traitants, ben, n'en parlons pas, ils sont quand même assez submergés pour la plupart. Nous, médecins anesthésistes, ben, on n'est pas du tout organisés pour dépasser les 48 heures post-opératoires qui sont dans notre contrat de gestion de la douleur. On n'est pas en nombre pour ça pour l'instant, les kinés, enfin voilà, tout ce monde-là, il faudrait qu'on arrive à s'améliorer pour pouvoir intervenir dans cette période-là avant que ça devienne chronique. Donc, comment on essaye d'améliorer cette coopération? Ben, on essaye de faire des communications comme ce soir, de faire des flyers, de communiquer sur les réseaux, sur tout ce qu'on peut, via l'URPS, faire des formations. Voilà, si d'ailleurs vous voulez qu'on vous propose des formations, on est partant. On fait des CLUD, hein, donc comité de lutte contre la douleur. On se retrouve on fait 3-4 réunions par an. On fait des activités, des journées, pas des activités, des ateliers, des journées douleur à la clinique pour former les soignants de toute profession confondue, hein. Et là, on essaye de relancer les intercludes, c'est-à-dire avec les autres établissements, par exemple les centres de rééducation. Là, on va essayer de relancer ça. Nos infirmiers, infirmières de l'EDS en ortho, ils sont voilà, ils essayent d'appeler, c'est pas qu'ils essayent, c'est qu'ils appellent les patients à J7 quand ils sont rentrés à domicile. Ils nous épaulent sur plein d'études, ils font des réunions d'information. Il y a l'application MoveUp qui est proposée par les chirurgiens, qui est une application pour l'orthopédie pour évaluer la douleur, la fonction des prothèses. Ça nous permet de récupérer des données et d'essayer de s'améliorer en s'évaluant. Et puis, cette éducation thérapeutique qui est vraiment le nerf de la guerre, que tout le monde peut faire, hein, c'est-à-dire apprendre au patient à gérer sa douleur, à gérer ses médicaments. On essaye de le faire en consulte d'anesthésie, en consulte chirurgicale, lors de la réunion d'information, en périopératoire, avant l'intervention, quand on pose le cathéter. Tout moment pour discuter avec le patient et lui donner quelques outils et bons à prendre. Et vous, en post-op à la maison, vous avez toute votre place là-dedans aussi. La dernière ligne, il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider si vous avez un patient qui vous pose souci. Notre secrétariat dans les heures ouvrables la journée, l'astreinte d'anesthésie, il y a toujours un anesthésiste astreinte à la clinique. Le chirurgien, pareil, aux heures ouvrables, son secrétariat, et puis l'interne de garde la nuit qui est toujours disposé et qui peut aussi se renseigner auprès des chirurgiens et des anesthésistes pour vous aider. Notre but commun à travers tout ça, ça va être de diminuer l'incidence de la douleur chronique. Je crois que vous l'avez compris. Les facteurs de risque de douleur chronique, on en a déjà un petit peu parlé au départ. Donc, c'est vraiment les 4 gros facteurs. C'est cette étude-là, cette espèce de cargo. C'est une grosse étude sur un gros collectif de patients qui est sortie dans l'anesthésiologie en 2023 et qui a prouvé vraiment scientifiquement que les 4 gros facteurs de risque de douleur chronique post-opératoire sont la chirurgie du rachis, la chirurgie orthopédique du genou surtout, les patients qui avaient déjà des opiacés en pré-op et les patients qui avaient déjà des douleurs importantes sur le site opératoire en pré-op. Ces 4 facteurs-là, quand vous voyez un patient qui rentre dans ces cases et que personne s'en est préoccupé, s'il vous plaît, faites-nous y penser, sollicitez-nous pour qu'on les évalue comme il faut. L'avenir, voilà, je me suis permis de vous montrer cette photo d'une présentation qui est extrêmement inspirante d'une de mes consoeurs qui s'appelle le docteur Belbachir à l'hôpital Cochin à Paris. Ils ont monté un parcours qui est génial de préhabilitation. Donc là, on essaye en préopératoire d'optimiser le patient pour diminuer encore cette incidence de la douleur chronique. Avec un parcours, ils ont mis en place un truc qui est vraiment chouette, où ils vont arriver à détecter les anxiétés, proposer un sevrage au moins de la moitié des morphiniques, traiter des douleurs neuropathiques, les dépister, traiter des addictions, montrer un gériade s'il y a besoin, montrer un service de rééducation pour une prise en charge clinique un peu plus particulière s'il y a besoin.
Ils ont organisé tout ça en screenant le patient via la consulte chirurgicale et anesthésique. Et puis après, ils font de l'HDJ, donc l'hôpital de jour, dans une unité de douleur transitionnelle. Donc la boucle est bouclée, où ils proposent, donc voilà, c'est cette équipe-là, euh, plein de choses, dont des gestes d'algologie qui sont nous proposés. On a cette chance et cette richesse-là d'avoir notre consultation de douleur chronique à côté avec on a 3 médecins algologues et puis 2 infirmières douleurs référentes qui font tous les gestes qu'ils peuvent, parce qu'il y a un homme dans le lot, qui sont aussi qui travaillent aussi avec une psychologue. Enfin, voilà, c'est un service qui est super, mais par contre, ils sont débordés, comme vous le savez, ils ont des délais. Bah là, pour le coup, c'est vraiment de la douleur chronique, hein, il n'y a pas de doute. Ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour prendre en priorité les gens qui en post-op immédiat, qui pourraient pour pas que ça bascule entre guillemets dans la douleur chronique, mais je pense qu'il va falloir trouver une solution intermédiaire. C'est pas je pense, hein, c'est bien prétentieux, mais c'est quand même la tendance de parler de ces unités de douleur transitionnelles avec de l'HDJ et puis des gestes de prise en charge de la douleur, comme remettre des cathéters périnerveux pendant un temps, faire des infiltrations, des blocs analgésiques, proposer de l'hypnose. Je pense que voilà, les soins de non médicamenteux ont toute leur place dans ce genre de service, prendre en charge l'anxiété des patients et puis essayer de faire passer ce cap de douleur transitionnelle et de ne pas créer du douloureux chronique. Vous le voyez, ben, avec quel personnel, ça, c'est vraiment pas une mince affaire, mais il va falloir qu'on essaye de se réorganiser. En conclusion, on va essayer de dépister les patients à risque de douleur chronique, vous l'avez compris. On va essayer de traiter cette douleur post-op par tous les moyens, à tout prix, tous les moyens qu'on peut avoir à notre disposition. Cesser d'avoir peur de donner de la morphine quand elle est pour les médecins, cesser d'avoir peur de la prescrire et pour les paramédicaux, cesser d'avoir peur de la donner. L'éducation thérapeutique, la formation, l'évaluation de nos pratiques, et puis ce travail collégial entre la ville, la clinique et puis les rééducateurs qui est indispensable et qu'il va falloir continuer à améliorer. Voilà, on vous remercie de votre Merci. attention. Merci. Je voulais commencer par remercier le docteur Céline Thionnet et Sophie Perrier pour leur intervention et leur belle contribution. En tout cas, grâce à votre intervention, on a vraiment pu aborder ce sujet sur la douleur sous tous les angles, l'approche clinique, les avancées scientifiques, les aspects humains, psychologiques. Vous avez vraiment mis en valeur effectivement tout ce que l'on peut faire et le panel assez large que l'on met en place pour nos patients. Merci. Je suis sûre qu'on a pu, tous ceux qui se sont connectés repartent avec des clés pour mieux comprendre ce domaine complexe mais essentiel. En tout cas, merci. Et de notre côté, on renforce, on essaye vraiment de renforcer la communication vers les professionnels de santé, de ville, des autres établissements. Et justement, on utilise la plateforme Meredith, que je remercie, hein, Stéphanie, pour ce lien. Et du coup, ces webinaires sont vraiment pour nous une belle opportunité pour pouvoir discuter en direct et promouvoir nos services et la qualité de prise en charge. Merci en tout cas.